Bon, merci à tous d'être là ce matin. Merci. Il n'y a pas la moitié de la moitié. Merci à toi, Théo, de t'être libéré. Nous avons cadré cette table ronde par SMS après minuit. C'était une semaine un peu compliquée. C'était une semaine un peu compliquée pour Théo. Et donc, encore plus merci d'être là avec nous ce matin. Je sais pas comment te présenter, d'autant plus que je t'ai demandé de raconter ton histoire avec Celtic One. Mais en gros, vous avez vu dans l'invitation, Théo est multiprimé. C'est un peu comme s'il avait gagné Roland Garros, Wimbledon et tout le reste. Tu as quoi, 28 ans, c'est ça? 29, ouais, 29, ouais. Voilà. Donc ce qui explique qu'il soit dans les 30, comment on dit en français? Under 30. Les 30 under 30. Les 30 under 30. Les 30 under 30. Ouais, c'est ça. De Forbes. Je crois que tu as également été entrepreneur social de l'année du BCG en 2022, c'est ça. Et je t'ai vu aussi dans une autre liste, c'est quoi le top 35 des échos là. Voilà. Bref, cette année, félicitations à toi. Je vais te laisser parler. On s'est croisés avec Théo à l'ADN et j'ai lu ton livre que j'ai d'ailleurs apporté pour ceux qui voudraient je pourrais passer à ceux qui veulent le lire derrière, qui s'appelle Le Grand Rapprochement, que personnellement j'ai adoré et j'en ai quand même un peu beaucoup. Donc merci vraiment d'être là aujourd'hui, parce que je trouve qu'en fait tu réconcilies, particulièrement en ce jour, cette journée mondiale des réfugiés, parce que nous on a beaucoup travaillé sur le sujet avec cette charte qu'on a montée avec Singa, on essaie de pousser ce sujet dans les entreprises, et je trouve que dans ton parcours, moi ce qui m'inspire beaucoup, c'est ce mix entre cet engagement social très fort et le fait que tu assumes pleinement d'avoir fait ça en entreprise plutôt qu'en ONG. Tu vas nous raconter tout ça, je te laisse. Bien, merci Elisabeth pour l'invitation et bonjour à tous. Je suis hyper heureux de pouvoir échanger ce matin avec vous, d'autant plus que les conditions ont été, c'est ça. Cette session s'est faite désirer. Par où commencer? Peut-être par dire que je suis originaire du Sud-Ouest, moi on évacue le sujet, que j'ai 29 ans, que je m'appelle Théo, que je suis né dans une famille assez modeste, je suis petit-fils d'immigrés italiens, que j'ai grandi dans un cadre dans lequel on m'a rappelé un peu trop régulièrement à mon goût la modestie de mes origines, et qu'on était dans notre famille des petites gens, toujours assorti d'une forme de frustration de ne pas avoir pu, entre guillemets, passer entre les mailles du filet. Moi, tous ces messages subliminaux, je pense qu'ils ont joué un rôle important dans ma construction, puisque ça a fait naître, je pense, au fond de moi, assez tôt, une forme de révolte assez forte contre le déterminisme social et contre, ça fait un peu bateau de le dire, mais toute forme d'injustice sociale en particulier. Et il se trouve que j'ai eu la chance personnellement de passer entre les mailles du filet, puisque je suis passé d'un petit lycée inconnu au bataillon à une prépa à Louis-le-Grand. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai perçu dans ma vie personnelle que je passais entre les mailles du filet, puisque en tout cas, j'ai jamais sauté aussi haut de joie, je pense, depuis ce moment-là où j'ai appris cette nouvelle. Donc il y avait vraiment quelque chose qui se jouait à ce moment-là, quelque chose de particulier, puisqu'au moment où je sens que je passe entre les mailles du filet, j'ai exactement à ce moment-là la conscience que le filet reste bien là. Beaucoup de personnes ont des biais de confirmation. Souvent, quand ils passent à travers la maille du filet, ils arrivent à se convaincre qu'il n'y a pas de filet, que tout est possible et que la méritocratie fonctionne parfaitement, que toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde et qu'à la fin, ça dépend un petit peu de la volonté de chacun. Alors oui, ça dépend beaucoup de la volonté des personnes. Moi, j'estime que je suis assis entre les mailles du filet et que j'avais une responsabilité en particulier que je me reconnaissais vis-à-vis de ce fil-là. Il se trouve qu'en 2015, il y a 9 ans, donc c'est la crise syrienne. Je sors de ma prépa et je rencontre dans le cadre de ma vie personnelle des personnes qui venaient d'arriver en France depuis 2 semaines d'Alep. 2 personnes en particulier avec qui j'échange en premier, qui s'appelle Amran et Ratel,
l'un ingénieur, l'autre étudiant, et en fait, la discussion qu'on a, elle n'est pas du tout celle que j'aurais pu imaginer, que n'importe qui aurait pu imaginer. Elle est d'une banalité sans nom, mais dans le bon sens du terme. Elle est extrêmement légère. Elle parle presque pas du fait qu'il y a 2 personnes en face de moi qui n'ont pas encore posé leur valise. Et on parle de l'avenir comme s'il n'y avait jamais eu de rupture, de déménagement, d'exil. Et en fait, dans cette évidence aussi de la discussion qui s'est manifestée comme ça, je me rends compte qu'en France, on a, de mon point de vue, souvent 2 grands groupes de personnes qui prédominent le débat. On peut le voir beaucoup aujourd'hui. Le groupe de ceux qui sont convaincus qu'il y a des pauvres gens de qui il faut s'occuper, les pauvres. Le groupe de ceux qui ont des a priori tellement ancrés qu'on en va jusqu'à antagoniser l'autre, ces pauvres desquels on n'a pas les moyens de s'occuper. Et je pense que face à ces 2 groupes, il existe une 3e voie, peut-être plus lumineuse, qui rassemble probablement toutes les personnes comme nous, en tout cas comme moi, qui sommes convaincus que, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur âge, les personnes réfugiées, les nouveaux arrivants, ils représentent un potentiel duquel on n'a pas pris la mesure. Et un potentiel qu'il faut saisir dans tous les sens du terme, un potentiel de vie, le potentiel de retourner à une vie digne pour chacune des personnes, le potentiel en termes de talent et d'expression de talent, de créativité, mais le potentiel aussi économique, la valeur économique qui peut effectivement émerger de la réussite des uns pour les autres et de la réussite des autres pour les uns. Pour les entreprises, pour les individus, pour les collaborateurs de ces entreprises que les personnes peuvent rejoindre, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là où je me rends compte de cela, où je me dis qu'il faut révéler le potentiel des personnes réfugiées, d'ailleurs, je crée une association 2 jours après la rencontre d'Omran et Rateb, sans savoir... J'étais à l'ESCP, J'étais à l'ESCP, ça faisait 10 jours que j'étais rentré. Et donc, effectivement, je me dis, je ne sais pas quoi faire. J'avais absolument aucune conviction associative ou quoi que ce soit particulière. On crée une association, parce que c'était plus simple. Une seule question qui m'importait, c'est comment on va avoir de l'impact pour les personnes qu'on vient de rencontrer, sachant qu'on ne connaît pas encore leurs besoins et qu'on peut ne préjuger de rien. Et j'apprends qu'il y a 1,9 million de personnes qui sont réfugiées aux nouveaux arrivants en France et qui ont le droit de travailler. Et j'apprends que, si on reprend par exemple juste les chiffres de l'année, c'était déjà le cas il y a quelques années, mais c'est encore plus frappant, de l'année dernière par exemple, qu'il y avait 3 millions d'offres d'emploi et qu'il y a 57 projets de recrutement qui ont été jugés difficiles ou en tension, et une très grande partie d'offres qui ont été non pourvues, in fine. Donc je me dis en fait qu'on est dans un vrai comble. En fait. Cette situation est totalement ubuesque. On n'antagonise pas préjugés, on a la possibilité finalement, la possibilité de faire sans, les personnes n'existent plus puisque les personnes sont là. Donc déjà ça c'est même pas pragmatique de considérer cela, pourtant c'est présent dans le débat. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous, faire avec ou faire malgré, construire un avenir ou subir un destin, et a priori on a pris l'habitude de choisir la deuxième plutôt que la première, toujours de manière assez étonnante puisque c'est dans l'intérêt de personne. Et la question de l'intérêt des uns et des autres, et j'y reviendrai là-dessus, est très importante. Parce que quand on parle de questions sociales, on parle de l'engagement, des tripes, de la conviction, on parle de morale, on parle d'éthique, et on parle, de mon point de vue, pas suffisamment d'intérêt. Quelque chose de plus fonctionnel, peut-être de plus froid, mais qui est un outil très utile. Bref, quelques années passent, et je me rends compte que l'association qu'on a créée, qui met en place de premières activités de formation préalable, de français, de lever des freins périphériques à l'emploi, d'apprentissage de soft skills, notamment avec des étudiants, avec des professeurs, je me rends compte que c'est sympa, hein. Je commence à rencontrer pas mal de gens, les gens qui sont accompagnés par nos soins, parce qu'on commence à mettre quand même des moyens, mais, on commence même à avoir des employés dans l'association,
les gens redressent les épaules. On voit que les personnes réfugiées, quel que soit leur parcours, retrouvent confiance en eux, deviennent même employables, de notre point de vue. Mais reste une minorité malgré tout à être employée. Et donc, à ce moment-là, en 2017-2018, et avec la rencontre de mon associé Maxime, on fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'en tant qu'association, on se sent limité dans nos moyens. On rame grave, en fait. On doit aller lever des fonds en philanthropie, constamment mendier, convaincre des personnes dans les collectivités publiques de donner des subventions, alors qu'elles n'ont pas vraiment compris comment mesurer l'impact qu'on voulait amener. On voit que tout ça dépend de pas grand-chose, et qu'il n'y a pas d'alignement fort d'intérêt entre les personnes qu'on veut accompagner et leur réussite et les personnes qui nous donnent l'argent. Et qu'à partir de là, s'il n'y a pas d'alignement fort d'intérêt, ça peut se désaligner à tout moment, et que en fait on marche sur des œufs dans cette histoire. On est hyper fragile. Je vois qu'on ne va pas pouvoir se donner les moyens de nos ambitions, qui est assez simple puisque les besoins sont grands. Donc on s'est dit, si les besoins sont grands, il faut aller chercher des points de bascule pour accompagner un maximum de personnes jusqu'au moment où ce qui est aujourd'hui plutôt hors norme puisse petit à petit le devenir. Et puis on se rend compte d'autre chose, on se rend compte effectivement à travers le constat que les personnes sont employables et pas employées, qu'on n'arrivera jamais, vraiment jamais, à apporter de réponse à des questions d'inclusion en travaillant que sur les personnes qu'on veut inclure dans notre société. Parce que l'inclusion est par définition un travail qui est systémique et qui doit se faire à la fois du côté des individus et à la fois du côté, en particulier, des entreprises, mais ça ne s'y résume pas évidemment. Et puis on voit à quel point le fait de donner une perspective de retour à l'emploi plus concrète à quelqu'un génère une motivation qui fait accélérer aussi son apprentissage, à quel point le travail d'inclusion, il se prépare par la formation, il se prépare par l'orientation, par l'accompagnement, mais il se réalise dans le fait que des individus qui avant ne s'étaient jamais rencontrés puissent travailler les uns avec les autres. Et encore une fois, à partir du travail, peuvent développer une forme de compréhension mutuelle qui peut-être, dans la vie de tous les jours, n'aurait pas développé. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, Chouan, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise à mission. On est aussi une entreprise agréée ESUS, c'est-à-dire entreprise solidaire d'utilité sociale. On a une double mission, permettre aux personnes réfugiées de vous arriver à retrouver un emploi durable et permettre aux grands groupes, plutôt grands groupes aujourd'hui qui travaillent avec nous, de recruter ces personnes qui les rendent plus fortes en tout point. En se positionnant comme un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on met en place des solutions de recrutement et de formation qui ont pour but d'accompagner de bout en bout les personnes réfugiées et nouveaux arrivants et de bout en bout les employeurs. Du côté des personnes, on va jusqu'à les identifier très en dehors des cadres traditionnels de recrutement, via le diaspora en ligne, via des associations qui pourraient les accompagner, plus de 1500 partenaires aujourd'hui sur tout le territoire, et via effectivement nos équipes de qualification. Les personnes sont ensuite formées par classe de 15 sur des métiers en tension qui peuvent aller de peu à très qualifiés, aujourd'hui 8 verticales métiers, de logisticien à data analyst, en fonction de leur qualification, sachant que 70% d'entre elles sont infrabac quand elles nous rejoignent, n'ont jamais étudié, n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Les personnes sont formées en français, en soft skills, compétences transverses, et sur le métier qu'elles vont occuper pendant 400 heures de manière intensive. Elles sont aussi accompagnées à ce qu'on appelle la levée des freins périphériques, c'est-à-dire tous les problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie personnelle et qui peuvent avoir une influence négative sur leur vie professionnelle, en commençant par le fait qu'elles ne puissent pas se rendre à la formation si elles logent dehors, ou qu'elles ne puissent pas se rendre à leur emploi alors qu'elles viennent d'être recrutées si elles n'ont pas de solution de garde d'enfants. Et j'en passe, il y a plein d'autres problèmes, traumas psychosociaux, etc., etc. Des problèmes qu'on ne gère pas directement, mais qu'on gère avec nos partenaires aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir un regard entier sur les personnes qu'on accompagne. Et puis les personnes à la fin sont recrutées par des entreprises qui sont à l'origine des formations qu'on met en place, par l'expression de leurs besoins, et pour lesquelles on construit un vivier récurrent, annuel, de plusieurs classes de personnes en fonction de leur pour que effectivement les personnes puissent retourner à l'entreprise et à chaque fois lorsqu'elles sont formées la possibilité, la certitude, presque quasi-certitude de retourner à un emploi de manière durable en CDI ou CDD. On a accompagné 3500 personnes
en emploi depuis le début. On forme maintenant 1000 personnes par an, à peu près 500 000 heures de formation délivrées. On a des jolis taux de retour en emploi, puisque c'est juste dès la sortie de la formation, alors qu'il fallait avant 10 ans pour les mêmes personnes pour qu'elles retrouvent un travail stable. Dès la sortie de la formation, il y a 70% des gens qui sont déjà en CDI. Plus 6 mois après, et il y a 83% des gens qui sont embauchés qui, un an après, sont encore en emploi. Donc c'est pas 100% de taux de retour en emploi immédiat, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on a calculé avec le BCG et le mouvement Impact France que chaque fois qu'on dépensait 1 euro dans notre activité, on faisait économiser et grâce au gain de pouvoir d'achat des personnes et à la participation en tant que contributeur, l'organisation sociale de la TVA, grâce à l'arrêt du RSA, grâce à l'arrêt des aides de logement, on faisait économiser 3,40 € aux collectivités et à l'État. Je ne parle même pas de la sécurité sociale, je ne parle même pas de la contribution que les personnes vont avoir en entreprise, je ne parle même pas de tout ce qui va aussi, et qui est difficile à calculer, naître de cette complémentarité entre les individus, et je ne parle même pas des fractures sociales qu'on contribue à cette toute petite échelle encore, et modestement à essayer d'éviter, qui sont effectivement le plus gros risque, et un des plus gros risques autant que le changement climatique, d'ailleurs les deux sont entretenus ensemble, économique qu'on pourrait observer en face de nous. Aujourd'hui, on est une organisation d'une 50aine d'employés. On fait travailler une centaine de coachs en plus à côté, équivalent temps plein, qui sont là pour former au quotidien chacune des personnes à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux. Et on a de grandes ambitions encore pour pouvoir aller plus loin et accompagner un maximum d'individus. On a envie d'accompagner 10 000 personnes d'ici à 2027. On travaille avec 60 grands groupes aujourd'hui et le but pour nous, c'est d'aller chercher ces points de bascule qui permettront effectivement à l'économie de changer ses pratiques, mais aussi aux individus à développer une forme de compréhension mutuelle qu'ils n'auraient jamais développée dans un cadre différent. Je vais peut-être revenir sur ce point-là. Il y a un an, et je n'ai pas parlé de notre modèle économique, peut-être c'est une question aussi aujourd'hui, parce que je sais qu'on peut se poser la question, comment on gagne de l'argent en tant qu'entreprise, et pourquoi d'ailleurs ce modèle économique est si important. Aujourd'hui, on gagne de l'argent en tant qu'entreprise, en tant que prestataire de formation. Grosso modo, si je veux vraiment résumer. On vend des formations à des entreprises, ou je dirais plutôt au pouvoir public, à France Travail, aux OPCO, des acteurs parapublics, qui collectent la cotisation et les participations à la formation professionnelle que payent les entreprises, et cela pour le compte des entreprises. C'est-à-dire qu'on met en place des solutions pour nos entreprises clientes qui sont des prescriptrices, qui vont payer un peu en fonction effectivement du volume de personnes qu'elles souhaitent recruter, mais qui vont surtout bénéficier d'une couverture quasi intégrale des coûts par l'utilisation de leur crédit de formation et de formation préalable à l'embauche, qui aujourd'hui le fonctionnement de la formation professionnelle quand il s'agit d'individus à former qui ne peuvent pas payer leur formation. Sachant que, certes, la formation est gratuite pour les personnes qu'on accompagne, mais les personnes sont aussi rémunérées pendant toute la formation. D'où l'intérêt aussi de le faire en lien avec France Travail et avec les partenaires sociaux. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir un modèle économique comme celui-là? Et j'en viens au sujet de réflexion que j'ai pu aussi poser avec le livre que j'ai écrit l'année dernière. C'est vachement important parce qu'en fait, en développant un modèle économique, on a réussi fondamentalement plus que dans la mission à intégrer le moteur qui produit chez nous de l'impact social, accompagner des personnes dans leur retour à l'emploi, et le moteur qui produit de la valeur. Les deux sont intégralement superposés. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va accompagner une personne, on génère du chiffre d'affaires. Et que chaque fois qu'on génère du chiffre d'affaires, on accompagne une personne. Et que si on génère du chiffre d'affaires en faisant des formations qui n'ont aucune efficacité pour le retour à l'emploi, ces formations ne sont pas renouvelées parce qu'on est tenu à une exigence de résultat assez forte,
avec nos partenaires publics et les entreprises. Et donc, qu'on a intérêt en tant qu'entreprise, sans chercher l'engagement social, si on veut chercher juste la création de valeur, d'accompagner le mieux possible les personnes, de s'assurer de leur maintien en emploi et de le faire le plus possible. Et qu'en cela, on a développé un intérêt fort dans notre modèle économique d'avoir de l'impact. Et que la mission n'est pas qu'un à côté, qu'on vient contrôler avec un comité de mission pour savoir si nos actions ont la bonne couleur. Mais la réponse à notre mission est un enjeu de survie pour notre entreprise, un enjeu de pérennité. Et à l'inverse, réaliser l'entreprise en tant que structure économique, c'est ce qui permet de réaliser notre mission. C'est le constat qu'on avait fait au moment de basculer l'association entreprise, ce qui n'a par ailleurs pas été chose évidente ni facile. Et c'est le constat que j'ai posé dans ce livre que j'ai écrit l'année dernière qui s'appelle Le Grand Rapprochement. Vous y verrez le clin d'œil que vous souhaiterez. Le Grand Rapprochement où l'entreprise pour construire une histoire commune. Qui part d'un constat, je dirais, assez bête, assez basique. C'est que dans notre société, nous sommes déjà relativement divisés et ce que plusieurs observateurs pourraient observer, c'est qu'il y a une forme de montée des idéologies, montée des extrêmes. La période, malheureusement, s'y prête à cette observation. Que dans la montée des extrêmes, il y a quelque chose qui se dit, c'est que l'idéologie est souvent un véhicule de conviction beaucoup plus puissant dans les mots que le discours de vérité, que le discours de complexité qui s'attache à décrire que le monde n'est pas droit, que les choses ne sont pas noires, sont pas blanches, et que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait y croire. Et la faiblesse de ce discours de vérité, qui est sa volonté de nuance et de mesure, c'est qu'il n'est pas simple, qu'il est moins efficace en punchline, et que parce qu'il n'est pas simple ou simpliste, il se propage moins bien. L'idéologie, elle n'a aucune contrainte, par construction. Donc du coup, elle peut exister à elle seule, et se développer et circuler. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on fait si les grands discours sont si impuissants, aujourd'hui, ou semblent tant l'être, pour trouver des alternatives qui nous permettent d'amener du changement de société, d'amener plus d'inclusion, plus de justice sociale, plus de responsabilité environnementale et écologique, alors qu'on semble si démunis dans nos mots, MOTS. Et ce constat, pour moi, il résonnait très fort avec notre parcours d'entreprise. Encore une fois, très modestement, aujourd'hui rikiki. Mais dans notre expérience, j'ai été étonné par la façon dont, empiriquement, le changement pouvait se générer et dont les idéologies, parfois les plus ancrées, auxquelles on est confronté au quotidien, à travers des managers qui nous expliquent qu'ils sont racistes, parfois de manière explicite. Merci de l'avoir fait, parce que c'est plus simple quand ils le disent de manière explicite que quand on le devine, mais qu'ils ne le reconnaissent même pas. Et effectivement, on a vu à quel point parfois les convictions les plus ancrées, parfois depuis des dizaines d'années chez des personnes, pouvaient voler un éclat à la rencontre des individus différents et dans l'exercice de la collaboration avec ces personnes. Et je me suis rendu compte, en réalité, que les premiers qui nous empêchions à changer le monde étions pas les personnes qui avaient des idéologies, mais les personnes qui souhaitaient le changer. Pourquoi ? Parce que, par nature, par désir de pureté, on avait peur de réconcilier, de mettre ensemble des idées, des concepts qui, pour nous, se fondaient mal entre eux. On avait peur d'affirmer de manière subversive que l'argent, ça peut très bien fonctionner avec le sens,
et de parler d'argent quand on parle de sens. On a peur de parler de pragmatisme, de parler de choses très réalistes, de dire que c'est super bien de travailler avec Total Energy si on veut effectivement les faire changer, parce qu'on se prête volontiers à eux et à nous. Et cette séparation. À leur méthode, à nos méthodes. Et moi j'ai toujours, depuis le début, et je me suis toujours décrit comme une personne d'intersection, et j'ai toujours pensé que dans les intersections il se passait quelque chose qui n'était pas facile, mais qui pouvait être très puissant. L'intersection entre ces mots, entre ces mondes, entre ces méthodes, entre le monde de l'entreprise, le monde de l'association, entre le monde du capital risque et nos 9 millions de levées de fonds et les 3500 personnes accompagnées aujourd'hui en emploi de l'autre côté, entre les pouvoirs publics qui n'arrivent pas à accompagner les personnes les plus minoritaires, entre les personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail et les grands groupes qui aimeraient bien faire de l'inclusion, mais qui n'ont aucune idée de par où commencer et qui, à la première difficulté, préféreront sûrement rebrousser chemin. Et je me suis rendu compte qu'il y a une plateforme qui était vachement puissante pour changer les choses, c'est l'intérêt économique des uns et des autres. C'est que là où notre conviction, elle a ses limites, puisqu'une conviction s'oppose à une autre conviction, qu'une opinion se confronte à l'opinion et qu'on peut ne jamais en finir de débat, quand bien même on veut les mener avec rigueur et ancrer dans les faits, là où, de manière intuitive personnée, parfois, on s'en écharpe et on perd notre énergie, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin que les gens soient convaincus pour qu'un changement en vienne. Il n'y a même pas besoin que tout le monde souhaite un changement pour qu'il advienne. Preuve, on l'observe au quotidien. Les changements sont à l'œuvre, pourtant, on ne les a pas tous générés. Mais ils sont beaucoup à l'œuvre parce qu'ils sont pilotés par les intérêts et parfois une course d'intérêts. Alors on peut parfois le reprocher parce qu'on subit parfois certains changements qui sont juste le résultat d'un amoncellement d'intérêts économiques qui crée une forme d'accélération et de surchauffe d'un moteur. Sauf que ça peut aussi créer des choses bien. Et en particulier, aujourd'hui, je dirais que mes meilleurs clients, Chalençon, un grand groupe de sécurité, de nettoyage, qui recrute des managers chez nous. Nos meilleurs clients, Monoprix, qui s'en fout un peu de l'inclusion, sont ceux effectivement qui ont a priori un peu moins d'engagement social, ou en tout cas ne le font pas dans ce sens-là, mais un gros intérêt économique à travailler avec nous. Et l'ont compris. Et les personnes qui réalisent et qui ont compris qu'elles pouvaient réaliser un investissement en travaillant avec nous, un investissement qui se traduit en EBITDA chez eux, qui se traduit économiquement, qui se traduit en satisfaction de leurs collaborateurs, qui se traduit en augmentation de la rétention de leurs employés, qui se traduit en plein de choses, en attractivité renouvelée. Ces entreprises-là sont aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises de France. Parce que toutes les entreprises de France ont intérêt à recruter des personnes là où elles ont des difficultés de recrutement. Aucune n'a intérêt à se priver d'aucun talent que ce soit, de quelque talent que ce soit. Et en réalité, on se rend compte par là que l'économie, c'est une superbe toile sur laquelle en réalité on peut circuler et surfer pour faire propager des changements juste en s'appuyant sur les intérêts des uns et des autres. Ce qui, en revanche, je reparle d'intersection, pose un défi. Comment on est capable, de notre côté, de faire cette traduction pour les uns pour les autres, du social à l'économique, de l'économique au social, pour là où dans notre modèle économique on a intégré les deux, s'assurer qu'on puisse l'intégrer dans la relation qui est entre nous et le client, et puis après entre le client et le collaborateur, etc. Et c'est ce message et ces nécessaires réconciliations pour y arriver, réconciliation dans les méthodes, réconciliation dans les idées, le capitalisme, le pragmatisme, réconciliation même parfois au sein de nous, dans le cœur de notre cerveau, entre le striatum qui nous dit plus, et le cortex singulaire qui nous dit je peux faire taire le striatum, ou en tout cas mieux accompagner sa volonté de plus en lui donnant du sens. Qu'on peut, même au sein de nous, s'aligner, et là où parfois nos pulsions
et notre entropie, le désordre qu'on génère en tant que vivant, peut sembler inarrêtable. On peut voir effectivement une forme d'ordre en réponse et une forme derrière de raison et de retour de la raison, pas par grand discours encore une fois, mais par les faits, par la rencontre, et ces rencontres qui changent nos sociétés profondément. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai quelques-unes. Je voudrais notamment, peut-être pour lancer le débat, Théo, te demander qu'est-ce qui a été le plus difficile, à la fois peut-être sur le volet de la mission, c'est-à-dire vraiment pour s'attaquer aux enjeux auxquels Each One s'attaque, et puis pour toi en tant qu'entrepreneur, peut-être, je voudrais bien qu'on revienne aussi, c'est un point commun entre Utopie et Each One, c'est le passage d'association en entreprise. Tu disais ça n'a pas été facile, et c'est peut-être... J'espère qu'il est passé souvent. Si, ouais, nous aussi, ouais. C'est peut-être pas ce moment-là que tu citerais comme étant une des plus grosses difficultés, mais au cas où, on le gardons le... C'était corsé quand même, hein. C'était... La difficulté, effectivement, dans notre métier d'inclusion et d'accompagnement des personnes, c'est qu'on est constamment confronté à des formes d'absurdité systémique qui sont totalement... En fait, on rencontre des gens qui ont énormément de potentiel. Et on s'est rendu compte que la plus grosse difficulté, c'était pas de donner des outils aux personnes, même si ça demande un travail d'organisation, de process, d'outillage, etc. Mais ça peut se faire de manière assez méthodique. Le plus dur, c'est pas de former des gens. Le plus dur, c'est pas de s'appuyer sur une motivation qui est déjà là. C'est de la matière brute qui est déjà là. On a qu'à un peu la révéler, et c'est pas nous qui faisons le travail, c'est surtout la personne. Le plus dur, c'est de se confronter, malgré tout, quand toutes les planètes semblent alignées, à des noms qui ne sont absolument parfois pas ancrés dans leur intérêt, et de voir que souvent, que ce soit même dans les grands groupes, même dans les pouvoirs publics, et moi je suis étonné à quel point les individus ne semblent pas vouloir ce qui est de l'ordre de leur intérêt. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément compris là où pouvait aussi être leur intérêt. Et leur proposer une lecture différente d'un sujet et leur montrer qu'il y a investissement là où ils pensent qu'il y a acte symbolique et puis franchement une case de plus dans l'agenda, c'est un vrai challenge. Et cette traduction aujourd'hui, cette vente complexe que ça demande en particulier dans l'engagement des entreprises, dans l'engagement de la société, cette traduction en coût économisé pour l'État qui n'est pas forcément bien comprise aussi du point de vue de nos partenaires publics qui ont l'habitude de faire des accompagnements en général très généraux et donc qui n'ont pas l'habitude de mesurer l'efficacité d'une action de manière spécifique, sous prétexte parfois d'universalisme, mais qui n'est pas forcément la bonne lecture de l'universalisme, ça c'est très difficile. Parce que notre quotidien, c'est une succession, souvent, de choses non rationnelles et d'aberrations administratives. Et face à cela, on peut avoir parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent. Mais encore une fois, en étant très ancré dans les intérêts, on pense qu'à un moment donné, rationnellement, il va y avoir un déclic. Et quand il n'est pas par une entreprise, quand une entreprise n'est pas convaincue, a priori, il suffit qu'elle teste avec nous pour que 3 mois après, elle revienne et qu'elle nous dise « je me suis trompé, c'est formidable » ou c'est extrêmement satisfaisant, et on va continuer à travailler avec vous et continuer à recruter des personnes. Ça ne se passe pas toujours bien, hein. Parce que je dis que ça se passe toujours bien. Parfois, on prend des fours quand même, hein. Il y a des ratés, il y a des échecs, mais quand même, grosso modo, 90% du temps, ça se passe quand même très très bien, et on a nos collaborateurs qui viennent nous voir et nous disent « je me suis trompé, je n'ai presque honte de ne pas avoir vu à quel point ça pouvait apporter de la valeur à mon entreprise, et je me rends compte à quel point la motivation des personnes que j'ai recrutées est contagieuse. » Quel plaisir! Ça répond à mes besoins de l'entreprise, je vois que ça génère de la fierté, et en plus ça génère beaucoup de joie. Franchement, on coche toutes les cases. C'est plaisir d'entendre ça. Surtout qu'on parle rarement de là en réalité. Et cette simplicité apparente de dire l'intérêt économique peut être traduit avec l'intérêt social, c'est pas si évident que ça. Ça, je dirais que c'est de la complexité de notre mission et ce qui nous fait encore râler aujourd'hui.
Maintenant, ce qui a été, je pense, le plus dur pour moi à traverser en tant qu'entrepreneur, c'est souvent la solitude dans ses convictions. Enfin, dans les convictions qui font changer, qui ont aussi contribué à faire changer notre entreprise. Et en particulier au moment où on est passé d'association à entreprise. À ce moment-là, j'ai pu être, alors que j'étais déjà depuis plusieurs années au fond de moi, totalement décomplexé vis-à-vis de ça, parce que la finalité était claire dans ma tête. Je voulais accompagner un maximum de gens. Et je voulais avoir un impact social. Et pour moi, c'était sain qu'on puisse considérer tous les moyens à disposition, être une entreprise le premier, pour pouvoir se donner les moyens d'une réponse ambitieuse à la question. Donc pour moi, il n'y avait pas de sujet. Et en fait, il n'y en avait jamais eu. Sauf qu'au moment où on a commencé effectivement, et où j'ai commencé à affirmer cela, et à dire, mi-2020, que l'entreprise que nous avions créée, déjà l'association que nous étions, elle n'avait pas de raison d'avancer de manière séparée. Et qu'en fait, à ce stade de maturité par rapport à un modèle économique que nous avions trouvé, il était peut-être raisonnable de miser sur l'entreprise comme véhicule pour écrire le prochain chapitre de notre histoire d'organisation. Mais à ce moment-là, j'étais devenu un connard qui veut faire de l'argent sur le dos des réfugiés. Une personne, un sale capitaliste, ou toujours un nazi islamiste, ça c'est les insultes de l'extrême droite, qui effectivement sont toujours surprenants de néologisme. Et en vrai, je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Parce que j'avais vraiment l'impression, et puis les faits l'ont montré avec le temps, d'être juste dans mon intuition et dans ce qui était dans l'intérêt social de l'entreprise, social par rapport à notre mission, de faire. Et au moment effectivement où j'ai annoncé cela, en particulier aux employés de l'association, puisqu'il y avait des employés du côté entreprise et du côté association à ce moment-là, on avait deux structures, je passe les détails. Forcément dans l'entreprise, ils étaient ravis. Oui, on va avoir des potes en plus et plus de force. Côté association, il y a 3/4 des personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient démissionner. Et pour moi, c'était la claque, parce que j'étais persuadé que toutes les personnes que j'avais engagées dans cette association, elles étaient convaincues comme moi, parce que je croyais leur avoir transmis cette conviction, que les statuts n'avaient aucune importance, que l'importance, et ce qui était vraiment au sommet de ce que nous visions, c'est d'accompagner le plus de personnes possible, et qu'on allait avoir l'agilité de changer et de se donner les moyens de continuer à poursuivre ce chemin, en faisant les choix, parfois difficiles, que ça pouvait impliquer. Nécessité. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des individus pour qui ça avait un sens beaucoup plus important que ce que je pouvais imaginer moi, de travailler dans une association. Et que pour eux, c'était peut-être plus important, ou une condition sine qua non, pour pouvoir aussi participer à notre mission. Et que là où moi, j'y voyais pas de sens rationnel parce que je voyais que le mouvement vers la mission, mais eux, ils attendaient plus que ça. Certes, le mouvement vers la mission, mais aussi travailler dans une asso, et l'impact à lui seul ne pouvait pas tout justifier en tant que finalité. Et là, il y avait un désaccord profond, culturel, duquel je me suis rendu compte malgré moi, parce que je ne pensais pas qu'il existait. Et la meilleure décision, ça n'a pas été de faire marche arrière, évidemment. Ça a été de faire tout le travail pédagogique pour montrer effectivement que nous n'étions pas en train de faire n'importe quoi et que ça a été mûrement réfléchi. Mais d'accepter et d'acter la rupture qu'il y avait entre ces 15 personnes, 14 personnes sur 20 et nous. Et de construire un après et une passation. Et ça a été la meilleure décision de notre vie. L'organisation. Ça nous a fait un bien fou. Parce que ça nous a permis d'affirmer avec fierté notre culture d'organisation, le changement que nous voulions porter, plutôt que de le faire en réaction à un message extérieur. Non, de le faire de manière proactive et positive et dire voilà, nous faisons ça parce que nous avons cette conviction. Nous faisons ça parce que nous pensons que l'entreprise peut être un levier de changement extrêmement puissant et nous en sommes extrêmement fiers parce que nous sommes à l'aise avec le fait que nous mettons tout ça au service de notre finalité. Et en plus, par ailleurs, pas n'importe comment, parce qu'on se donne des engagements forts dans l'entreprise
pour encadrer les salaires, pour encadrer la lucrativité et le partage de valeur, et pour pouvoir faire ça bien. Voilà. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Ils sont partis, les 14. Ouais. Ils sont partis, mais pas tout de suite. À travers la pédagogie qu'on a fait, on est arrivé à un moment donné dans lequel, de manière très apaisée, on s'est dit on s'est compris. On s'est compris dans le besoin des uns et des autres. On s'est compris dans le fait qu'on ne pouvait pas poursuivre ensemble, mais qu'il fallait construire une solution de passation. On ne peut pas tout jeter, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et la passation s'est faite de manière assez calme et assez positive finalement. C'était pas facile, mais tout ça a bien atterri. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu convainc les grands groupes, enfin les entrepreneurs? Je ne sais pas si c'est que des grands groupes, tu as beaucoup mentionné les grands groupes. Nous, on a beaucoup de clients qui sont. Enfin, on travaille avec des grands groupes et pas mal de clients qui sont des grosses ETI. Oui, aussi quelques-unes. Ouais. Comment ça se passe en général le premier? Est-ce que c'est eux qui viennent parce qu'il y a les politiques, DNI, etc. Est-ce que c'est toi qui vas les voir? Et qu'est-ce que tu leur dis s'ils hésitent? À part, j'ai compris, leur proposer un test. C'est compliqué parce que quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et que les personnes sont très engagées en DNI, souvent des interlocuteurs qui ont très bien compris ce qu'ils pouvaient gagner, ce qu'ils pouvaient apporter à leur entreprise, mais des interlocuteurs en revanche qui sont en combat interne avec leur propre entreprise parce que c'est pas eux qui ont tous les moyens et qu'ils ont besoin d'avoir l'approbation de responsables métiers. Ces responsables métiers qui ont souvent l'impression, je parle par exemple des RH, que quand la personne issue de la RSE ou de la diversité ou de l'inclusion vient les voir, c'est pour faire quelque chose sur le côté de symbolique et qui va en plus peser dans leur agenda et les déconcentrer de leur quotidien. Et donc souvent c'est très difficile quand la personne effectivement vient par cet angle-là parce que faut remonter la cascade avec la personne et souvent parfois convaincre aussi la personne qu'il faut sortir du symbolique parce qu'il y a aussi ça parfois chez certaines entreprises la direction diversité et inclusion, la volonté de faire des petites choses parce que souvent pas les moyens de faire des grandes mais une difficulté à intégrer le core business et les fonctions RH ou les fonctions achat avec les petits programmes qui peuvent être créés jusqu'au point même que même parfois de très grands responsables peuvent aussi perpétuer cette scission. Combien de fois j'ai entendu des PDG de grandes entreprises me dire « C'est Théo, on a vachement envie de travailler avec toi. Ce que tu fais, c'est génial. Hein. On va recruter 2 Ukrainiens. » Une personne qui a 5000 employés derrière. Ce qui est génial, c'est que ça donne au moins un sujet de discussion. C'est qu'à partir de ça, on peut rebondir. Dire, ça sera pour 200. Et j'ai même une bonne nouvelle pour vous. Il n'y aura pas que des Ukrainiens. Vous imaginez la diversité que vous avez gagnée? Parce que j'ai vu que vous aviez 3000 besoins de recrutement juste cette année. Et vous galériez. Et que ce soit sur les enjeux de rétention, sur les enjeux de motivation, j'ai des personnes qui peut-être voudront travailler chez vous, là où beaucoup peut-être ont déjà abandonné cette idée. Mais en revanche, ça va expliquer un cadre et exiger un cadre de votre côté et un cadre salarial comme managérial exigeant. Et aujourd'hui, la plupart des groupes qui travaillent avec nous, c'est plutôt des groupes de fait finalement qu'on a démarché, qui avaient déjà entendu parler de nous 5 à 10 fois et qui, dans la volonté parfois ou non de faire de l'inclusion, mais surtout dans la volonté de répondre à leurs enjeux de recrutement de manière assez volumique, de manière récurrente, ont compris qu'ils pouvaient, avec nous, pas seulement mettre beaucoup de temps à parler pour faire une action symbolique, mais que tout ce temps qu'ils allaient mettre à échanger avec nous, ils allaient pouvoir capitaliser dessus pendant 5 ans s'ils le souhaitent. Pour pouvoir pas recruter 2 personnes ou 15, potentiellement 100 par an, et 500 sur 5 ans. Et que c'était exactement le même temps qu'ils allaient mettre à discuter avec nous que le temps qu'ils mettaient avec leurs autres partenaires quand ils faisaient des actions symboliques. Sauf que ce temps-là, on allait le promotionner pour qu'effectivement,
il y ait énormément de suites par ailleurs. Et donc moi, c'est sur ça que je m'appuie aussi. J'essaie de m'appuyer au maximum sur la conscience du temps que je prends aux interlocuteurs business auxquels je parle. Et j'essaie de leur faire comprendre que tout le temps qu'ils passent avec moi, au-delà des beaux discours que je leur tiens et ce que je veux leur vendre, c'est un temps d'investissement qui a déjà commencé. Et que si on partage un rétro-planning ensemble de ce temps-là, et qu'ils me font confiance à minima sur cela, ils auront gagné énormément pour toutes les prochaines années. Et derrière, j'essaie de leur donner de me faire confiance, de se laisser guider sur les prochaines étapes que je pose avec eux. Pas en essayant de leur dérouler un scénario tout fait, parce que chaque entreprise est différente, mais en essayant de leur transmettre pendant ce temps que je passe avec eux toutes les erreurs et les conneries qu'ils pourraient faire pour que ça ne marche pas. Et je pense que ça, c'est le travail, je pense, d'un bon vendeur. C'est pas de vendre le cas idéal, c'est de faire comprendre à la personne en face de lui, de faire gagner la maturité sur tout ce qui ne pourrait pas marcher. Parce que on est beaucoup moins idéaliste dans l'approche, ou en tout cas beaucoup moins utopique. Et que ça plaît à l'entreprise de voir qu'on peut lui dire non plein de fois. Et du coup qu'il existe une voie où c'est oui, et que cette voie-là, on l'a construit de manière raisonnable avec elle, sans surpromettre, et de manière encore une fois empirique et pragmatique. Sixtine. Merci beaucoup, c'est passionnant. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait la mesure politique qui faciliterait le projet? Il y a une mesure politique qui existe, sur laquelle on s'appuie, qui facilite le projet aujourd'hui. Ça s'appelle les préparations opérationnelles à l'emploi. Aujourd'hui, et avec la réforme de France Travail en particulier l'année dernière, France Travail a souhaité faire une chose, et l'État, par le biais de France Travail, a souhaité renforcer une politique publique, c'est celle de l'accompagnement vers l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi. En disant, on va arrêter de mettre du CPF à tout va, parce que c'est pas ce qui peut être le meilleur investissement. On va mettre beaucoup plus d'argent encore sur le financement de la formation préalable au recrutement pour répondre aux enjeux en passion et pour accompagner les gens très éloignés de l'emploi. Nous, on s'appuie beaucoup sur ce dispositif de droit commun qui est plus qu'un marché, qui est un moyen en fait, de vendre à l'État et aux entreprises, à la demande des entreprises, qui amène énormément de résultats sur lesquels on s'appuie. Je pourrais dire, parce que c'est plus téléphoné, que j'aimerais bien que la régularisation des travailleurs en situation irrégulière et qui souhaitent candidater à des métiers en tension et qui sont recrutés sur des métiers en tension soit plus efficace que ce qu'elle a pu être décidée, puisque aujourd'hui elle est inexistante malgré tout, même s'il y a une prérogative dans la loi qui permet de le faire. Certes, ça aiderait, mais pour moi ça commence par déjà se donner les moyens d'être en capacité d'accueillir ceux a priori qui n'ont déjà pas de problème de statut. Parce que si toutes les personnes qui ont un statut, on ne sait déjà pas les accueillir, à la fin, tout ce qu'on fait, ça tombe dans un panier percé. Et donc pour moi, c'est ces politiques publiques qui permettent aujourd'hui en particulier à la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou pilotées par France Travail, qui permettent d'accompagner les personnes les plus vulnérables, qui permettent effectivement d'y arriver. Et ce que j'attendrai de l'État, c'est qu'il soit capable de se dire, certes, on ne peut pas découper les populations des gens parce qu'on est un État universaliste. En revanche, il y a quand même des gens qui ont des besoins spécifiques. Et qu'à un besoin spécifique, il faut mettre en place des solutions spécifiques. Et qu'à solutions spécifiques, il y a du coup une étude d'impact spécifique qui doit être faite. Et que du coup, la mesure de la dépense publique vis-à-vis de ces populations-là, elle doit être aussi spécifique. Il y a un peu les deux. On commence à avoir du spécifique sur les solutions, mais en revanche, il n'y a pas du spécifique sur la mesure de la dépense de l'argent public. Et c'est ça le problème, c'est que potentiellement, aujourd'hui, on est encore en capacité de rayer, potentiellement dans les prochaines années, des dépenses qui sont très vertueuses d'investissement pour notre... Donc c'est dans ce travail de simplification, pour moi, de simplification de l'État et de la dépense publique, finalement que j'ai le plus d'attentes. Ça tombe bien parce qu'en plus ça a un effet tant sur les personnes qu'on accompagne, mais pour moi, sur tous les individus.
Et vous faites du plaidoyer, par exemple, là-dessus? On fait du lobbying là-dessus, plus que du plaidoyer. C'est-à-dire que on a, de notre point de vue, moins un rôle de prise de parole publique sur ce sujet, même si on prend des positions publiques, que d'influence des politiques publiques, d'influence par la rédaction, ça peut être aller jusqu'à la rédaction d'amendements qu'on peut proposer à des députés, mais un vrai travail d'influence qui est plus sous-marin, mais que ce qu'on peut entendre par le plaidoyer très parfois, et ses campagnes, mais qui aujourd'hui est très important pour nous. Des personnes sont à temps plein sur ce sujet-là. Alors Claire et Steph. Par rapport justement à faire du spécifique, est-ce que tu as envisagé que si le Rassemblement national passe d'ici quelques semaines et que justement ils veulent faire du spécifique, mais à l'inverse, non pas sur des personnes d'origine étrangère ou étrangère d'ailleurs, le système sur lequel vous reposez risque d'être très fragilisé. Et est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ce qui peut se passer pour une entreprise comme la vôtre? Oui, je suis très inquiet de la période qu'on traverse. Je suis plus inquiet de la période qu'on traverse pour notre société que pour l'entreprise. Oui, ça de toutes les manières. Voilà. Et comment est-ce que vous avez commencé à envisager, genre comment on peut... Et il y a 3 ans, on a commencé, notamment en lien avec les pouvoirs publics, avec cette entreprise, à faire en sorte que chaque ligne de revenus ne soit pas étiquetée réfugiés, nouveaux arrivants ou immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préparations opérationnelles à l'emploi, même si on l'utilise pour des publics spécifiques, quand on travaille avec France Travail, on ne parle que de demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi. Et ils n'ont que ce statut-là. De la même façon que le dispositif qu'on utilise est un dispositif qui est réservé à tous les demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi, quel que soit leur statut. Et l'origine n'intervient jamais, et n'est même pas un prisme d'analyse. Le fait que les personnes soient réfugiées de nouveaux arrivants n'est pas un prisme d'analyse. Il n'y a pas de terme réfugié nulle part. Nulle part. C'est plutôt parce qu'on a mis en place une solution qui travaille sur les freins que ces personnes peuvent rencontrer, dans les faits, une orientation et une attraction ciblée qui se produit. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, si une personne née en France partage la même condition et les mêmes défis qu'on a appris à résoudre avec nos solutions, tout est fait pour qu'il puisse y entrer aussi simplement que les autres personnes. Et donc, en cela, nos process de sélection, comme nos lignes de revenus, sont incolores par rapport à ce sujet. Et ça ne nous protège pas de tout, mais ça amène un peu plus de robustesse. Stéphanie, qui a coordonné notre charte. Bonjour. Alors, ça fait un peu lien avec la question juste d'avant. Et effectivement, dans la charte d'inclusion qu'on a co-créée avec Signa, oui. En fait, nous, on avait 2 objectifs. C'était de faciliter un petit peu, enfin en tout cas, de faire en sorte que les entreprises puissent améliorer leur pratique sur ce sujet-là, de manière très large, pas que sur le recrutement, mais sur plein d'autres sujets. Et aussi de changer les récits sur ce sujet-là, en se disant que si les entreprises s'investissaient et affichaient leur engagement sur le sujet, on allait sortir d'un prisme un peu humanitaire et sécuritaire qui est l'angle dans lequel souvent le sujet est abordé dans les médias, dans la société, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que justement ce côté-là était très difficile. C'était limite le plus difficile, c'était de faire adhérer les entreprises à communiquer publiquement sur leur engagement. Quand on a été voir avec Singa certaines entreprises, alors déjà on s'est heurté au fait qu'on parlait avec gens qui étaient convaincus et qu'après, effectivement, faire valider par la direction de SPAS, c'est un autre sujet. Oui. On s'est aussi heurté à des entreprises qui nous disaient mais nous on fait des choses, c'est vrai, on fait des choses, mais on ne veut pas l'afficher. On ne veut pas l'afficher parce que c'est pas aujourd'hui dans notre lignée, etc. Et en fait, je vois que sur le sujet, la grosse difficulté, c'est ça. À l'intérieur de l'environnement, c'est comme chez Puppy, on traite vraiment les 2 sujets. Je me rends compte que l'environnement, peu de boîtes ont des difficultés à communiquer sur la protection de la planète, les arbres et la biodiversité. En revanche,
un engagement sur un sujet de société qui est clivant aujourd'hui, qui est encore, j'ai l'impression, de plus en plus avec ce qu'on dit. C'est compliqué, alors qu'on sait que si les entreprises communiquent sur le sujet, c'est aussi comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et j'imagine que, tu citais Monoprix ou Chassin, le jour où eux communiquent sur le fait, tous les bienfaits que ça leur apporte, ça va aussi peut-être motiver d'autres boîtes à faire la même chose. Donc je voulais savoir comment aujourd'hui tu gérais ce sujet-là, et est-ce que c'est une difficulté, parce que nous on le voit dans la charte, même si on y passe un peu de temps, mais pas suffisamment. On voit qu'on a fait un webinaire la semaine dernière, on a assez peu de participants, on a des gens qui se désabonnent de notre mailing list. On a même des gens qui étaient intimement à la base convaincus qu'ils le sont toujours, mais qui nous ont dit voilà, moi je veux plus communiquer sur le sujet, je veux plus participer aux tables rondes parce que voilà, c'est compliqué en ce moment, etc. Donc, je veux savoir comment tu gérais ce. J'avais un constat. C'est compliqué. Je pense qu'il y a un. Alors, déjà, ça s'explique que les personnes ne veulent pas communiquer sur des sujets humains, sur des sujets environnementaux, beaucoup plus consensuels. De la même façon que c'est plus difficile de se fâcher avec un arbre qu'avec une personne. Mais effectivement, dans ce cadre-là, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a déjà une conviction qui est faussée de la part de la plupart de nos dirigeants, de nos leaders, ou dans les entreprises. C'est que la neutralité crée plus de confiance que la prise de position. Or, une prise de position, quand bien même marquée, si elle est assumée et justifiée, crée aussi de la confiance vis-à-vis des personnes qui ne partagent pas l'opinion. Parce qu'elle est transparente et qu'il y a justement une position et qu'on peut être en désaccord, mais ça enlève en revanche de la méfiance. Et que c'est la confiance qui est bon pour l'économie en particulier. Nous, on essaie de faire passer ce message aussi aux dirigeants qu'on peut rencontrer et accompagner, de manière plus personnelle, de leur dire, quand on pense qu'ils sont dans l'erreur, de leur dire « Pensons que vous vous trompez sur ce point-là. » Maintenant, c'est pas le premier combat qu'on a choisi de mener. On a accepté que les entreprises pourraient être frileuses sur ce sujet, qu'il y allait y avoir des personnes qui allaient potentiellement même manquer de courage. Et on s'est dit, bon, tant pis, on va quand même travailler avec des grands groupes, on va continuer à avancer avec eux. Et si ils ne veulent pas communiquer au-delà du fait qu'on puisse dire qu'on travaille avec eux, et encore, on ne peut pas dire qu'on travaille avec tout le monde, tant pis. En revanche, on leur demandera de passer des coups de fil à leurs homologues, puisque s'ils ne peuvent pas le faire publiquement, ils ont des réseaux, et que dans ces réseaux, ils peuvent prendre la parole de manière beaucoup plus à huis clos et générer un changement plus silencieux, mais qui est un changement quand même. J'ai envie de dire que c'est pas très satisfaisant comme réponse, mais qu'aujourd'hui, nous, c'est sur ce qu'on s'appuie, c'est sur quoi on s'appuie. De plus en plus de boîtes communiquent et à côté, on communique avec elles, et tous les jours où elles communiquent, elles gagnent à communiquer, et elles montrent aux boîtes qui encore observent que c'est possible de communiquer. Et donc, il y a la force de l'exemple. Et à côté, toutes les boîtes qui ne communiquent pas pour plein de raisons, continuent à les inviter et à leur retransmettre les communications avec les autres entreprises, et à la fois à les solliciter pour qu'elles nous mettent en lien et nous fassent des recommandations et des mises en relation auprès de leur réseau, tout simplement. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille sont des entreprises pas qui nous ont connus de manière publique, mais qui nous ont connus par recommandation de nos clients et par ces petits coups de fil qui peuvent parfois faire toute la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai peut-être une en lien avec, pour rebondir sur les deux dernières questions. Selon les résultats de l'élection, une des approches en tout cas auxquelles on réfléchit, c'est de se dire il va falloir, alors à la fois nous pour Utopie et puis au sein du mouvement Bicorp notamment, il va falloir d'une certaine façon faire un peu, j'aime bien cette citation de Schwarzenegger, tu sais, quand Trump est passé, il avait fait toute une vidéo assez virale où il disait non mais les États-Unis ne sont pas sortis de l'accord de Paris, c'est Donald Trump qui est sorti. Mais les villes, les entreprises, les États américains restent mobilisés. En disant d'une certaine façon, bon bah oui, mais ça va passer et nous on continue, on garde le cap. Est-ce que dans la période qui s'annonce, il n'y a pas justement un enjeu? Est-ce que peut-être certaines entreprises, je ne dis pas toutes, parce que si déjà elles ont
du mal à communiquer dans la période, j'allais dire, passée. Est-ce qu'il va pas y avoir un enjeu? Parce que certaines disent au contraire, nous on garde le cap de l'inclusion, de la... Je pense qu'il faut, je pense que de l'affirmer, je pense qu'effectivement il faut transformer ce potentiel défi qui va émerger en chance de solidifier l'ancrage d'engagement et le socle d'engagement d'un plus grand nombre d'entreprises. Et ce matin, je lisais dans la presse que Patrick Martin commençait à prendre la parole dans les entreprises, comme quoi les entreprises garderont le cap, quoi qu'il en soit, mais que le Rassemblement national est la voie de la dérision sur le plan économique, et que c'est nocif pour elles, pour les entreprises. Et donc à partir de là, et encore une fois de cet ancrage très économique, je pense qu'on peut atteindre des entreprises qu'elles élargissent même le socle de leur engagement. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs, on devrait, si cela arrivait, essayer et ensemble de tirer quelques ficelles, effectivement, en ce sens-là, pour essayer de retourner la situation comme on peut avec les outils qui nous seront donnés. Et donc, effectivement, et tu fais bien de le dire, je vois la période qui s'annonce pas que comme une possibilité de désespoir, mais comme une possibilité aussi de notre donnée, insatisfaisant certes, mais à partir duquel on aura d'autant plus d'outils pour travailler et encore une fois élargir durablement le socle d'engagement aujourd'hui de nos entreprises et de l'économie, pour le meilleur, pour le long terme. Bon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup Théo. Merci.